Hey hey, bienvenue dans l'épisode 0.1 de la présentation du podcast Un Fika avec Brodette. Si vous avez écouté l'épisode précédent où j'introduis le concept du podcast, à part qu'il s'agit d'un mot suédois, je suis restée super mystérieuse sur le mot fika. Donc après, si vous connaissez déjà, vous avez résolu le mystère. Mais si vous ne connaissez pas, je vais vous présenter un peu plus en détail ce que c'est que le fika. Alors pour commencer, le fika, c'est une tradition suédoise qui est très ancrée dans le mode de vie suédois. C'est un mot du coup qui s'utilise autant comme un nom commun que comme un verbe. Donc le concept du fika, la plupart du temps, faire un fika, c'est de faire une pause, mais pas n'importe quelle pause. C'est une pause que vous pouvez faire avec des amis, avec des collègues, de la famille, mais aussi avec vous-même. Et sur ce temps, vous allez connecter avec les personnes qui vous entourent, vous allez créer du lien via ce temps de pause où on prend vraiment le temps et on se coupe en fait du reste de la journée, on laisse de côté le travail, les soucis, etc. Et quand on fait un fika avec soi-même, c'est un moment vraiment qu'on va chérir et sur lequel on va se recharger, se ressourcer. Donc le fika, c'est vraiment un appel à ralentir, c'est une pause tout simplement où on apprécie de la partager avec quelqu'un d'autre ou tout simplement de se retrouver seul. Traditionnellement, le fika, il s'accompagne d'une boisson chaude et le plus souvent d'un petit biscuit, un gâteau ou un petit pain pour faire une version sucrée. Mais c'est aussi déclinable en version salée avec un petit sandwich ou une tartine. Et donc par contre, quand je vous parle de boisson chaude, on va 99% du temps parler de café puisque la Suède et les Suédois sont des gros consommateurs de café. J'ai un petit peu regardé les statistiques des pays qui consomment le plus de café au monde et je suis retombée sur une étude qui date des années 70 et depuis ce temps-là, la Suède se classe dans le top 4 des plus gros consommateurs de café au monde. Pour info, en 2025, c'est la Finlande qui reste première, suivie de la Norvège, on retrouve les Pays-Bas et la Suède en quatrième. Ce qui est intéressant, c'est de voir les pays nordiques en tête. Donc, est-ce qu'on parle de pays les plus cosy du monde ou est-ce que c'est pour compenser le manque de lumière et donc d'énergie une partie de l'année où les nuits sont particulièrement longues l'hiver? Ce qui expliquerait une baisse d'énergie aussi. Pour la petite histoire, le mot fika, ça viendrait du verlan kafi, donc K-A-2-F-I, qui serait une ancienne appellation du café en Suède. Début 19e, il était populaire de modifier les lettres d'un mot. J'ai trouvé sur un site un article qui en parlait et qui disait qu'à une certaine époque, qu'il était populaire en Suède de modifier les lettres d'un mot pour en créer une nouvelle expression. La logique de l'ancien mot de café, donc kafi, donc K-A-2-F-I, et donc du coup qui donnerait en verlan fika. Donc le fika, ça serait un concept qui daterait des années 1910. Donc ça serait au 19e siècle que les femmes ont commencé à s'inviter mutuellement à la maison et à s'initier à des cafés-parties, entre guillemets. Donc ces cafés-parties, c'était pour elles de faire des pauses et de se détendre dans la vie quotidienne. Et ces moments café se sont vus rapidement agrémentés de petits gâteaux en guise d'accompagnement. Et puis au 19e siècle, la tradition s'est répandue en se démocratisant à travers les classes sociales. Oui, à l'origine, le fika, tel qu'il était présenté comme ça dans les femmes qui font une pause dans la vie quotidienne, c'était plus dans un milieu, on va dire, bourgeois aristocratique que les classes populaires et ouvrières sur lesquelles il fallait quand même charbonner toute la journée et on n'avait pas spécialement le temps de prendre des pauses dans le quotidien. Ce qui fait que ça s'est démocratisé plus tard. Donc le fika, vous l'aurez compris, c'est un rituel quotidien qui a évolué au fil du temps. Donc vous pouvez faire un fika plusieurs fois dans la journée, en général le matin ou l'après-midi, mais il y a même aussi des fikas du soir. Pour les Suédois, le fika, c'est vraiment une institution et c'est quelque chose qu'ils font, mais vraiment quotidiennement. Pour vous donner un exemple, à la maison, j'ai un livre de cuisine qui s'appelle The Nordic Baking Book de Magnus Nilsson. Et ce livre, avant d'arriver aux recettes, en fait, vous avez une petite introduction de quelques chapitres pour vous donner un petit peu le contexte avant d'arriver aux recettes. Et c'est sans surprise qu'on retrouve quelques pages consacrées à un chapitre sur The Importance of Fika.
Donc l'importance du fika en français. Dans ces quelques pages, il nous donne sa définition du fika et il dit The word fika simply means a break for a snack in between meals. Most often it includes coffee and sometimes a fika can mean only a cup of coffee. Littéralement, ça veut dire que le mot fika signifie simplement un break, pour faire un encas entre les repas. Et la plupart du temps, ça inclut un café et parfois un fika peut signifier simplement une tasse de café. Dans ce chapitre, Magnus parle aussi de l'évolution du fika et je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, il explique que le fika a été adapté au fur et à mesure des générations. Donc lui, il est issu des années 80 et donc ce temps de pause est passé à 2 fikas par jour. Donc il parle pour sa génération des années 80 et plus. Ces temps de pause, à partir des années 80, c'est passé à 2 fikas par jour. Il fait la comparaison à l'époque de son père, ou quand son père était enfant, donc il est dans le nord de la Suède, parce qu'il explique aussi que les temps de fika vont être différents si vous habitez dans le nord ou dans le sud, parce que comme la Suède est un pays qui est très vaste, qui est très étendu de haut en bas, vous n'avez pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes au nord qu'au sud. Bon, après, ça, c'est comme dans tous les pays. Bien sûr, aussi en France, vous allez avoir des modes de vie qui vont être différents suivant dans la région dans laquelle vous habitez. Si vous habitez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et bien en Suède, c'est pareil. Donc lui, il donne le planning type des repas tel que son père l'a vécu en franc, donc dans le nord de la Suède. En gros, ils passent à peu près leur journée à manger, puisqu'ils donnent la première heure entre 6h et 6h15, le fika pré-petit déjeuner. Donc, que vous prenez seul, avec un petit pain et un café. Ensuite, 7h, 7h30, c'est le petit déjeuner avec les enfants, donc accompagné d'un porridge, lait fermenté, céréales, café. À 10h, 10h15, fika avec les collègues, donc petit pain, gâteau ou biscuits et café. Midi, 13h, donc c'est le lunch, donc le repas du midi. Plat chaud servi d'un café et peut-être un gâteau. Ensuite, 14h15, 14h30, refika avec les collègues, pareil, petit pain, gâteau, biscuit, café. 17h30, 18h30, le dîner en famille, donc plat chaud suivi d'un café. Et 21h, 21h30, le fika du soir en famille, donc sandwich et thé, avec possibilité de manger aussi un gâteau ou un petit pain. Et donc l'auteur le dit lui-même que ça donne l'impression que les gens passaient leur journée à manger à cette époque. Mais il précise qu'il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est qu'à l'époque, les conditions de travail et les journées n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Que par exemple l'été, il fallait travailler beaucoup, il fallait produire plus de nourriture pour faire les stocks pour l'hiver, où les cultures n'étaient pas possibles. Puisque en Suède, l'hiver dans le nord, c'est très long. Il peut commencer à neiger déjà à partir de fin octobre. Et la neige tient jusqu'à avril, voire des fois même, suivant comment l'hiver s'est déroulé. Donc au-delà des conditions de travail et des journées types de l'époque, il parle aussi de l'arrivée de la diversité alimentaire avec l'industrialisation de la nourriture et aussi l'arrivée de l'électricité qui s'est démocratisée dans tous les foyers, ce qui a engendré beaucoup de changements. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, il travaillait énormément. Donc lui, il parle de 16 heures par jour à cultiver et donc il dépensait beaucoup d'énergie. Donc, ce qui explique aussi qu'ils avaient besoin de manger et de faire des pauses plus fréquentes. Et donc, parce que les mœurs évoluent avec son temps, le nombre de fika se réduit de 1 à 3 par jour maintenant. Donc, un le matin, un l'après-midi et le soir. Donc, après l'auteur, lui, il dit qu'il en fait 2 par jour, matin, après-midi. Mais c'est vrai que dans des familles, ils peuvent aussi faire des fika le soir en plus. Surtout en plus quand les enfants mangent à 17h30, ils peuvent remanger un petit quelque chose avant d'aller dormir. Alors, quand je suis arrivée en Suède, voilà, le fika, ça c'était quelque chose que j'ai tout de suite apprécié de faire parce que j'ai trouvé que ça, c'était super bien. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, en fait, de faire des pauses, de faire une pause qui était bien plus qu'une pause. Parce qu'en fait, en France, on a la collation le matin à 10h, le goûter à 16h et après le grignotage 18h, 18h30 quand on a trop faim quand on rentre du travail, par exemple, pour les personnes qui sont salariées. J'ai le souvenir de mon père qui rentrait dans ces horaires-là, 18h30, et qui jetait sur le frigo et qui mangeait la moitié du chèvre avec du pain parce que il avait faim, quoi. Mais ça, ces collations, ces goûters, ce grignotage, c'est pas des fika parce qu'en fait, en France, on fait la pause, on grignote, machin, mais il n'y a pas cette notion de réelle détente et ce côté de déconnexion.
on ne prend pas forcément conscience de ce que nous offre la pause à ce moment-là, en fait. Et aussi, la collation et le goûter sont souvent, la plupart du temps, réservés à l'enfance. Et c'est quelque chose qu'on peut se réapproprier à l'âge adulte, mais c'est pas commun pour tout le monde. Ce qui fait qu'avec le fika, on a vraiment cette notion de partage et de convivialité. Il faut comprendre que c'est une pause dans laquelle on va se ressourcer sur tous les différents moments de la journée. Donc l'efficace, c'est à la fois l'équilibre et le bien-être. On a cette notion d'équilibre entre travail et obligation d'un côté et plaisir et détente de l'autre, et à la fois de lâcher prise en appréciant le moment présent. Et c'est ce qui contribue au bien-être des Suédois. En préparant cet épisode, je suis tombée sur un article Vad är fika, en tidlös svenska tradition. Donc, qu'est-ce que c'est le fika? Une ancienne tradition suédoise que j'ai trouvé sur le site minvexfika.se. Et dans cet article, ils nous disent ceci. Le fika est un rituel qui embosse la philosophie suédoise, l'équilibre et l'unité. Ce phénomène met en évidence de manière intéressante la prise de conscience de la nécessité d'un équilibre entre la vie que les Suédois ont développée au fil du temps. Donc, je trouvais que c'était intéressant parce que ça met vraiment l'accent sur le fait que c'est pas seulement on fait une pause, on mange et on blablate, mais c'est aussi vraiment la notion de prendre le temps, de ralentir, on s'offre une pause, on partage avec des gens pour créer un lien, ou alors on fait ce temps de pause seul, on choisit de souffler et en appréciant l'instant présent, accompagné d'une boisson chaude et d'une petite douceur, salée ou sucrée, suivant ce que vous avez envie. Suivant l'envie du moment. En gros, le fika, on pourrait le qualifier d'un moment cosy et slow par excellence. Et avant de finir sur cette institution qu'est le fika en Suède, j'ai un petit fun fact, c'est qu'en recherchant l'étymologie du mot fika, et donc j'ai trouvé sur le site suédois Svenska Akademiens Ordbok, le dictionnaire académique suédois, qu'en 1924, le mot fika, il avait, mais alors carrément pas du tout le même sens qu'on lui attribue aujourd'hui. Donc à l'époque, en 1924, le mot fika, il signifiait se dépêcher, se hâter, se précipiter ou encore se rendre rapidement quelque part, avoir hâte d'arriver quelque part. Ça m'a fait sourire puisque cette définition de 1924 n'a strictement rien à voir avec l'essence du mot fika actuel puisque ça prend une dimension totalement opposée à ce que ça véhicule aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est qu'on est passé de la précipitation à la culture de la détente en profitant de l'instant présent. Voilà pourquoi j'ai décidé d'intituler ce podcast « Un fika avec Brodette » pour tout ce qu'évoque le fika. Ce qui fait qu'avec ce podcast, le temps d'un épisode, ensemble, on va prendre le temps de faire une pause pour nous relaxer. Donc, libre à vous de vous prendre une boisson chaude et un petit encas pour échanger avec moi sur des réflexions personnelles autour du temps et d'autres sujets de la vie. Puisque avec le fika, j'aborde la question de se créer une bulle de bien-être, un espace détente dans lequel on va pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce qui nous entoure et ce que représente la vie pour nous, dans toute sa globalité. Et quand je parle d'espace de détente, espace bien-être, ça renvoie à cette notion du temps qui marche en duo avec l'espace, puisqu'on parle de concept d'espace-temps. Donc vous pouvez commencer à considérer un fika avec Brodette comme un espace-temps de détente. Mais cette notion d'espace-temps, vous inquiétez pas, j'y reviendrai dans un prochain épisode de comment je le perçois et ce que ça m'évoque. Et en parallèle de ce que ça pourra vous évoquer à vous, des réflexions qui vont en découler. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à partager l'épisode bien sûr, si ça vous a plu et si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressées par le sujet. En même temps, n'hésitez pas à laisser un avis accompagné 5 étoiles sur Apple Podcasts, si le cœur vous en dit. Et si vous écoutez cet épisode depuis ma chaîne YouTube, laissez en commentaire le mot fika. Et en attendant, portez-vous bien et profitez d'une pause bien méritée, sans culpabilité.